Bonjour à tous, merci d'être présents dans cet amphithéâtre aujourd'hui. Alors, l'un des objectifs de cette journée, c'est de mettre en avant la place qu'occupent les mathématiques dans notre société actuellement. Les maths sont présentes dans de nombreux domaines, et dans l'heure qui vient, on va s'intéresser à l'un d'entre eux, qui est en pleine expansion. C'est le domaine des jeux en général, et des jeux vidéo en particulier. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Romer, qui est professeur à l'école Polytechnique et qui effectue ses recherches en visualisation graphique, en imagerie et en animation. Mariano Rodriguez, qui est chez Gladia, qui était récemment chez Powder et qui fait de la détection de highlights dans des jeux vidéo. Et Quentin Legal, qui travaille chez la Française des Jeux. Alors, écoute Mariano, on va commencer par toi. Je te laisse te présenter et de raconter ta carrière, ton parcours. C'est bon. Super. Et bonjour à tous. Je m'appelle Mariano Rodriguez. Moi, j'ai fait à la base, je suis mathématicien. J'ai fait une licence en maths, un master 1 en maths. Et puis après, j'ai commencé à suivre un petit peu ma passion, qui est aussi l'informatique. Et pour moi, ça faisait beaucoup de sens, justement, la vision par ordinateur et le machine learning, puisque là, disons que la frontière entre les deux, entre les maths et l'informatique, elle est très fine, et c'est ce qui me plaisait le plus. Du coup, j'ai fait mon doctorat, mon postdoc aussi, en vision par ordinateur. Et puis après, je me suis posé la question de continuer en académie ou pas. Finalement, j'ai choisi le fait de continuer dans une boîte. Et finalement, ça m'a plu. Et cette boîte-là, c'est celle qui traite les jeux vidéo. Et ce qu'on faisait, c'était de la détection de highlights, des meilleurs moments. Et comment on les faisait? On utilisait la vidéo, mais aussi l'audio. Donc il y avait un petit peu tout, et les maths, elles étaient aussi présentes en fait. À chaque fois qu'on veut être sûr d'une prédiction, les maths, elles apparaissent, et en tant que modèle de proba. Et voilà, donc c'est tout un enjeu de bien trouver la classification, la prédiction, et pour ne pas se tromper. Et donc, si vous voulez, le contexte de tout cela, c'était qu'il y a des streamers qui vont s'enregistrer pendant des heures, 72 heures par exemple, et qui vont mettre ça après, ils vont le poster sur Internet, mais aussi ils vont vouloir prendre un petit extrait et le poster sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'était de faire ça automatiquement pour eux, et voilà le but de la boîte finalement. Donc après, on pourra aller un petit peu plus en détail sur les travails, mais voilà, c'est un petit peu ma présentation. Merci Mariano. Damien, je t'en prie. Ok. Donc bonjour à tous, alors je suis Damien Romer, je suis professeur d'informatique à l'école Polytechnique et donc je travaille en termes de recherche en informatique graphique au LIX. Alors je suis responsable d'une équipe de recherche qui s'occupe de synthétiser et de générer des mondes virtuels interactifs qui s'appelle Vista. Et puis je suis également impliqué dans une chaire, donc une sorte de collaboration d'enseignement et de recherche qui s'intitule Sciences et jeux vidéo, qui est articulée entre Polytechnique et Ubisoft, dans lequel on a monté des cours et on encadre des projets d'étudiants. Côté enseignement, je m'occupe aussi d'une formation et d'une filière en images, vision et apprentissage. Alors d'un point de vue parcours, moi j'avais commencé mes études à Lyon, j'avais fait une école d'ingénieur à Lyon, plutôt orientée électronique et informatique, mais ce qui me plaisait le plus, c'était des choses qui étaient assez formelles, qui étaient assez théoriques, et petit à petit je suis allé de plus en plus vers le domaine de l'image, avant vraiment de découvrir le domaine de l'informatique graphique, dans lequel j'ai ensuite continué. Donc après ça, j'ai fait une thèse à Grenoble,
donc à l'université de Grenoble, au sein du laboratoire Jean Kunstmann, qui est un laboratoire qui est mixte, maths appliquées et informatique. Et puis j'ai été après ça pendant à peu près 6 ans enseignant-chercheur dans l'école d'ingénieurs CPE Lyon, à Lyon comme son nom l'indique. Et puis depuis 2017, je suis à l'école polytechnique. Alors, quelques mots sur l'informatique graphique, qui est le domaine qui est celui de ma spécialité. Alors, ça comprend principalement 3 choses. C'est comment on va générer des images de synthèse. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les jeux vidéo un petit peu en 3D, avec des effets visuels, d'illumination, d'ombrage, de texture. C'est également ce qu'on va appeler de la modélisation, donc comment on va générer la géométrie des objets que l'on va voir dans nos mondes virtuels. Puis c'est de l'animation, comment on va animer cette géométrie au cours du temps, que ce soit pour faire des personnages animés, que ce soit pour faire des vêtements qui vont se déformer, que ce soit pour faire des fluides, de la fumée. Alors moi, personnellement, je suis plus sur le côté modélisation et animation. Et donc, dans les thèmes principaux sur lesquels j'ai travaillé, ça va être la création ou l'invention de nouvelles méthodologies pour faire des plis de vêtements, par exemple, ou de gérer des collisions entre couches de vêtements. Ça, on a encore du mal à le voir dans les jeux vidéo modernes, d'avoir des couches de vêtements superposées. C'est assez compliqué en termes calculatoires. Donc, on essaye d'apporter des solutions qui peuvent tourner en temps réel pour avoir ces collisions entre vêtements. On travaille également avec des personnages virtuels autonomes qui vont se déplacer sur des terrains, avec des terrains qui vont être mous, qui vont être déformables. Ça, c'est des choses qu'on voit assez peu également dans les jeux vidéo, parce que c'est encore coûteux en temps de calcul. Et donc, dans ces approches-là, alors moi, je suis pas un artiste, hein. L'informatique graphique, parfois, c'est confondu avec les infographistes. Donc, on n'est pas des infographistes, on n'est pas l'utilisateur du logiciel final pour créer les mondes 3D, on n'est pas non plus le développeur de jeux vidéo, mais ce qu'on essaye de proposer, c'est des nouvelles méthodes qui vont être intégrées dans les logiciels de création de jeux ou dans les logiciels de modélisation, hein, que ce soit Unity, Unreal Engine, Blender, Maya, pour essayer de faciliter la vie de ceux qui seront les utilisateurs finaux, qu'ils soient artistes ou développeurs de jeux. Et puis, bon, tout ça pour dire qu'en fait, ce domaine-là, il est très pluridisciplinaire par nature. Donc, il y a évidemment des maths. Il faut formaliser quand on va vouloir modéliser des fluides qui s'écoulent de manière rapide. Il faut modéliser les problèmes. Donc, il y a dans tout ce qu'on va faire, il va y avoir une partie assez importante de mathématiques appliquées. Il y a évidemment de l'informatique, hein, sur la réflexion de comment est-ce qu'on va mettre en œuvre l'aspect algorithmique, également son implémentation de manière optimisée, mettre en œuvre des automatisations, mettre en œuvre de l'IA. Il y a également de la physique, quand on va vouloir modéliser des phénomènes naturels, avec de la mécanique des fluides ou du solide. Et puis même de manière générale, hein, beaucoup de pluridisciplinarité sur discuter avec des artistes infographistes, là on a un projet sur la modélisation de volcans, donc on discute avec des volcanologues, on a aussi des projets avec des paléontologues, donc c'est très pluridisciplinaire et c'est un petit peu ça qui m'attire aussi dans le domaine, c'est que ça va mêler beaucoup de sciences différentes, les maths évidemment, mais également au sens large, comment est-ce qu'on va utiliser ce formalisme et cette réflexion scientifique pour apporter quelque chose en mêlant ces différentes sciences et en ayant un résultat visuel. C'est ce qui m'attire aussi sur la partie informatique graphique. Voilà à peu près. Merci. Merci Damien. Merci Damien. Quentin, je t'en prie. Bonjour, donc moi Quentin Le Gall, je suis data scientist au sein de la FDJ. Alors je pense que la FDJ vous connaissez tous, hein, vous avez tous vu les petites pubs à la télé. Alors du coup pour répondre à une question qu'on me pose souvent, je n'ai pas les chiffres du loto, je suis désolé. Si je les avais, je les aurais déjà sortis. Alors du coup de parcours, moi j'ai fait une école d'ingénieur et en parallèle j'ai fait le cursus licence, master maths. Et en fait, à la sortie de mon école, moi, je savais que je voulais faire de la recherche, mais je voulais vraiment que la recherche en maths que je fasse soit appliquée, qu'elle serve à quelque chose de concret. Donc, j'ai fait une thèse CIFRE chez Orange. Donc, j'ai travaillé sur de la modélisation
de réseaux télécoms. Donc j'ai fait ce qu'on appelle de la technico-économie, c'est-à-dire on regarde techniquement si certains types de réseaux marchent, tout simplement sont viables, et puis après économiquement, est-ce que ça peut rapporter de l'argent ou est-ce que au contraire ça fait perdre beaucoup d'argent aux opérateurs. Et à la suite de ça, j'avais toujours cette envie de continuer à faire des maths, mais que ce soit vraiment dans le concret. Donc j'ai travaillé 1 an en cabinet de conseil sur des problématiques assez larges de data science pour des grands acteurs de l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai beaucoup bossé avec des médecins sur ça va être de la survival analysis, sur de la calibration d'essais cliniques, des problématiques de data science plus classiques aussi, comme de la prédiction de vente, des choses comme ça. Et quand j'étais consultant, j'étais démarché, donc c'est assez drôle comme histoire, j'étais démarché par un psychiatre qui bosse avec la FDJ justement. Donc j'étais un peu surpris parce que moi je me dis bon, la FDJ ils ont plutôt intérêt à ce que les gens soient accros au jeu quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme la FDJ est en monopole sur tout ce qui est la loterie et les paris sportifs en point de vente, la contrepartie c'est qu'il y a un contrôle assez fort de la part de l'État via une autorité qui s'appelle l'Autorité nationale des jeux. Donc on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas se faire de l'argent sur l'addiction des gens. Et du coup on est obligé de mettre en place un certain nombre de mesures qui rentrent dans tout ce qu'on appelle une politique de jeu responsable, c'est-à-dire s'assurer que les gens jouent pour le plaisir et que pour le plaisir. Donc ça passe par pas mal de choses, ça passe par la prévention du jeu des mineurs, ça passe par plusieurs projets notamment autour de l'identification en point de vente, s'assurer que quand les gens ils vont faire une grille de loto par exemple qui sont bel et bien majeurs. Et puis ça passe aussi sur toute la partie en ligne, justement par pas mal d'outils de machine learning, de data science sur comment on peut donner un score aux gens à partir de leur pratique de jeu pour leur dire attention, là tu joues un peu fort ou là ça va. Donc moi je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc les maths impliquées derrière c'est du machine learning, donc il y a beaucoup de proba, beaucoup de stats. Je travaille aussi beaucoup du coup avec des neuroscientifiques et des psychiatres sur toute la partie modélisation des jeux. Donc quand on sort un nouveau jeu par exemple, il faut qu'on calcule un certain nombre de choses, donc ce qu'on appelle le taux de retour aux joueurs, donc c'est combien d'argent en moyenne lui revient, mais aussi est-ce que le jeu il va démarrer fort ou pas, est-ce qu'il est susceptible de rendre les joueurs addicts. Donc c'est pareil en fait, c'est très pluridisciplinaire. On travaille avec des UX designers aussi pour voir si les couleurs qu'on a choisies, la présentation des jeux, c'est susceptible de rendre les gens accros ou pas. On fait beaucoup d'études aussi sur les comportements de la personne humaine. Pour voir justement comment les gens vont réagir à notre offre de jeu et s'assurer que justement ils jouent vraiment juste pour le plaisir. Donc voilà, c'est très pluridisciplinaire. On a pas mal de choses autour de la fraude et du blanchiment aussi. Pas mal de problématiques de vision par ordinateur aussi. Donc voilà, des problématiques de data science assez classiques. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on fait pas de l'argent pour faire de l'argent et certainement pas sur le dos des gens. Donc voilà. Merci Quentin. Alors, dans vos discours à tous les trois, il y a quelque chose un peu qui a toute sa place ici et qui est un peu étonnant dans un parcours académique, c'est que après vos études académiques, que ce soit d'informatique, d'ingénieur ou de maths, vous avez été attiré, en fait, vous avez tout de suite voulu donner du sens pratique, appliqué à votre formation académique, universitaire ou d'ingénieur. Et Mariano, tu parlais après ta thèse, que tu as été contacté par une entreprise, tu es allé directement dans le privé. Damien, tu parlais de cette chaire Ubisoft avec Polytechnique. Quentin, tu disais que tu voulais donner vraiment quelque chose appliqué aux maths que tu faisais. Voilà, comment cette appétence pour l'application, vous avez toujours eu ça en vous, vous avez recherché ça a été facile, c'était pas facile. Je vous en prie. Oui, pour moi, c'était une évidence depuis ma licence en fait. Disons que j'étais plus concentré quand il y avait un vrai but à la fin. Et ça me plaisait beaucoup plus. Donc oui, pour moi, il n'y avait pas de question, c'était des maths appliquées. C'est ce qui me donne un but et c'est ce qui m'a fait aller vraiment jusqu'au bout. Et d'ailleurs, quand on fait une thèse, un doctorat, il faut quand même être bien,
enfin, ces appuis, il faut que ça soit solide. Hein. Enfin, et du coup, oui, voilà. Enfin, pour moi, les maths appliquées, c'était ce qui faisait du sens. Et puis, juste après, c'était la question d'aller dans les privés. Et je crois que c'est très intéressant aussi. Enfin, les deux en fait. Moi, l'académie me plaît beaucoup, et pareil, le privé. Et c'est parce que le privé, il a changé un petit peu le visage en fait. Enfin, maintenant, on peut faire vraiment de la recherche et dans des boîtes, même petites d'ailleurs. Enfin, Powder, l'ancienne boîte à moi, et c'était une petite boîte et il faisait de la vraie recherche. Et donc, on était vraiment confrontés à des problèmes de maths et de l'informatique très nouveaux. Donc cette boîte ou Powder là, ils cherchent des doctorants en maths. Ils cherchent des docteurs en maths, pardon. Voilà, on était 5 ou 6 docteurs en maths et qui travaillaient pour la boîte et dans l'équipe AI, voilà. On l'appelait l'équipe AI, mais en vrai, on faisait un petit peu de tout en fait. Enfin, des maths classiques, du machine learning, de l'intelligence artificielle bien sûr, mais voilà. Enfin, on était tous un petit peu capables d'aller un petit peu partout, voilà, de se balader. Ok, merci. Oui, alors sur l'aspect application, j'ai envie de dire, je me tournais plutôt quand j'étais étudiant sur aller moins sur l'application que ce que j'avais en école d'ingénieur, parce que l'école d'ingénieur était très axée application et je préférais plutôt l'aspect théorique. Donc moi je suis plutôt allé vers le côté mathématique de mon cursus. Mais ensuite, ça c'est quelque chose de très personnel en fonction des gens. Mais c'est vrai que autant j'aimais beaucoup l'approche théorique et l'approche mathématique, mais j'adorais en quelque sorte arriver à visualiser ce qu'on utilisait, tout simplement faire des splines, faire des NURBS, et regarder une surface implicite. On a une équation et puis on peut la voir visuellement, et quand on va changer les termes, on voit directement le résultat. On se dit est-ce que je peux faire peut-être des choses intéressantes? Est-ce que je peux pousser maintenant avec le doigt? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équation? Qu'est-ce que je dois changer? Et donc, c'était ce lien direct entre ce que je peux voir et qu'est-ce que ça modifie en termes de formalisme, en termes d'équation. Donc ça, c'est ce qui m'attirait vraiment initialement sur l'aspect informatique graphique. Puis évidemment, quand on travaille ensuite avec des gens, quand on voit les applications qu'on peut avoir, que ce soit en imagerie médicale, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit pour du cinéma d'animation, etc., on se rend compte qu'il y a un monde hyper intéressant avec des gens professionnels dans leur domaine, et on a envie de pouvoir les aider dans leur domaine appliqué. Et du coup, on se tourne vers, dans votre domaine d'application, comment est-ce qu'on va pouvoir apporter des choses, vous aider, typiquement dans le jeu vidéo. Et cette chaire Ubisoft Leaks, ça s'est fait naturellement? C'est Ubisoft qui est venu frapper à la porte de Polytechnique? Alors non, c'est l'inverse. C'est nous qui sommes venus frapper à la porte d'Ubisoft, parce qu'en quelque sorte, depuis quelques années, alors Polytechnique, on va dire, on a une population un petit peu particulière. C'est des étudiants qui sont très théoriciens, très théoriques. Ils sont sélectionnés pour ça. Historiquement, il y avait assez peu de cours appliqués. Alors au grand désarroi des étudiants, qui parfois avaient envie d'avoir des cours un peu plus appliqués. Ça fait quelques années, et on est très content de ça. C'est que la direction de l'école est tout à fait d'accord pour le fait d'inclure des cours qui ont vocation à être beaucoup plus impliqués, et ça plaît énormément aux étudiants. Et du coup, dans cette logique-là, il y a toujours cette notion, le jeu vidéo, mais est-ce qu'on a le droit d'intégrer du jeu vidéo à l'école polytechnique? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Et on a tenté, et en fait, tout le monde était vraiment partant. À la fois, les étudiants trouvaient que c'était une super opportunité, la direction nous dit, oui, c'est un cas d'application qui est utile. Alors, faut pas penser que jeu vidéo, on va faire un FPS pour tirer sur des gens et les faire mourir. L'idée générale, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut intégrer de nouveaux types de sciences, des sciences assez peu explorées dans le domaine du jeu vidéo. Ça peut être des sciences de type physique théorique des particules, physique quantique, de la chimie, des sciences humaines et sociales, qui sont des domaines un petit peu moins explorés dans le jeu vidéo. Et on s'est dit, tiens, on va essayer vraiment de mixer le fait qu'il y ait des gens qui soient
théoriques et très avancés dans des domaines scientifiques, qui ne sont pas forcément accoutumés du domaine du jeu vidéo, mais ils vont avoir un intérêt, des applications avec le jeu vidéo. Et là-dessus, Ubisoft a été très répondant, très positif. Ça leur permet d'explorer des pistes auxquels ils ne sont pas habitués, parce qu'eux, ils ont énormément de programmeurs très spécialisés pour générer très rapidement des modèles visuels ou avec un petit peu de mécanique du solide, mais beaucoup moins sur un aspect d'analyse de qu'est-ce qui peut se passer en termes de relations avec les gens, d'analyse comportementale, comme vous pouvez avoir beaucoup plus à la FDJ, ou sur de la physique un petit peu moins habituelle que ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Et donc il y a tout un champ des possibles qui est hyper intéressant pour Ubisoft. Merci. Moi, j'aurais bien rajouté une chose, c'est que le côté appliqué, ça nous oblige un peu surtout en entreprise, à sortir de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va aller parler avec des gens pour qui les maths, c'est pas forcément naturel, pour qui ce qu'on fait, c'est pas forcément, il n'y a pas une utilité hyper flagrante a priori. Donc, on sort un peu de notre cercle d'experts et c'est très valorisant. Ça nous oblige aussi à adapter notre discours, à faire beaucoup de vulgarisation, d'illustration de ce qu'on fait. Typiquement, moi, dans ce que je fais, il y a tout le travail avec des médecins pour qui, tout le côté maths, data, c'est pas forcément quelque chose de très naturel. Et du coup, c'est hyper enrichissant en fait, parce qu'on a beaucoup à s'apporter. C'est vraiment, on apprend plein de nouvelles choses, on fait pas mal de rencontres, et ça, c'est assez enrichissant. C'est vraiment ce côté où on va aller parler à beaucoup de gens. Ok. Et donc toi, tu as fait une thèse CIFRE, c'est ça? Oui, tout à fait. En collaboration avec Orange. Et pareil, tu as trouvé un cadre. Comment tu as trouvé ce sujet-là? Comment tu es allé chercher une entreprise? Enfin, comment ça s'est passé? La thèse pour moi c'était une évidence. La thèse CIF ça l'était pas forcément. Il se trouve que moi j'ai fait un master à l'étranger avant de revenir en France, donc j'ai eu un tout petit peu de mal à trouver une place en thèse. Et en fait c'est vraiment par hasard en discutant avec un ami que j'ai appris l'existence de dispositifs CIFRE là. Et je me suis dit mais en fait c'est génial parce qu'il y a vraiment le côté on va faire des maths, donc on va aussi être avec des experts, et puis le côté ce qu'on va sortir ça va servir à quelque chose quoi, ça va pas être mis sur une étagère là et puis c'est bien joli ce théorème là mais personne s'en sert quoi. Et chez Orange ce que j'ai trouvé vachement bien c'est que d'abord il y a une liste de sujets qui est publiée chaque année. Donc tout est déjà construit. Donc je sais que la construction d'un partenariat CIFRE, des fois ça peut être un peu compliqué ce côté où l'académique doit parler à l'entreprise. Il faut que ce soit des gens qui aient quand même un minimum l'habitude de travailler ensemble parce que 3 ans c'est long. Donc autant avoir déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Mais ce que j'ai bien aimé chez Orange, c'est que tout était déjà organisé, le financement était assuré, la liste des sujets était publiée, et dans tout le processus de recrutement, qui a été en fait somme toute assez classique, comme quand on postule un peu dans n'importe quelle entreprise avec des entretiens, des choses comme ça. Il y avait aussi mon directeur de thèse qui était là, donc qui assurait un peu de me challenger sur l'aspect mathématique, etc. Donc dès le début, on était vraiment mis dans ce bain de on va faire des belles maths, mais qui vont aussi servir à quelque chose quoi. Donc ça c'était hyper appréciable. Je sais pas si toutes les entreprises font ça. Enfin moi j'avais trouvé qu'en tout cas côté Orange c'était particulièrement bien fait. Je sais qu'Orange recrute énormément de doctorants. On est quelque chose comme 200 par an, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grands groupes en France qui font ça. Voilà. Ok. Je ne sais pas si à un moment donné je devrais donner la parole au public. Peut-être avant qu'il y ait des questions, je voudrais encore prendre un peu de temps pour vous demander à tous les trois si vous pouviez donner un exemple un peu précis, un peu technique, d'où interviennent les maths dans votre quotidien, dans votre job, donc dans les jeux vidéo, visualisation, tout ça, un aspect des mathématiques bien précis. Je peux commencer. Moi, j'ai un exemple assez fun en tête. Donc, alors je sais pas si certains d'entre vous jouent, mais quand vous jouez donc sur le site de la FDJ, normalement, donc il faut créer un compte. Tout ça, faut être identifié. On vérifie que vous êtes majeur, puisque les mineurs n'ont pas le droit de jouer.
Et on a un outil qui s'appelle PlayScan, qui est en fait une sorte de score. Donc c'est avec un système de couleurs. Donc en gros, vert c'est bien, vous jouez pour vous amuser, et rouge c'est pas très bien parce que vous jouez trop fort, quoi. Donc on peut même voir carrément vous bloquer temporairement. Vous pouvez aussi faire la demande. Et en fait, ce système-là, le problème c'est qu'il arrive assez tard dans le parcours de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin c'est du machine learning. Donc en fait, on a besoin d'un historique de jeu de la part du joueur, pour voir justement comment il a joué et en déduire potentiellement quelque chose sur son comportement futur. Et nous, là, on fait des recherches avec un labo de neurosciences et de psychologie pour mettre en place un outil a priori, donc avant que le joueur commence à jouer. Donc ça s'appelle la BART, c'est un jeu très simple. En fait, c'est une sorte de mini-jeu qu'on proposerait aux joueurs avant qu'ils commencent à jouer. Donc en fait, on va leur proposer de gonfler des ballons, et le ballon que vous gonflez, il peut exploser à tout moment. Et en fait, plus vous gonflez, plus vous gagnez d'argent, et puis au bout d'un moment, vous pouvez dire, là, mon ballon, il est assez gros, je mets mon argent de côté, ou je continue à jouer, mais du coup, je prends du risque, et puis si mon ballon éclate, je perds tout ce que j'ai gagné jusqu'à maintenant. Donc en fait, c'est une tâche qui est assez utilisée en neurosciences et en psychologie pour évaluer la capacité des gens à prendre des risques. Et il y a beaucoup de modèles qui ont été mis en place par des neuroscientifiques qui, à partir des données de ce jeu-là, permettent d'estimer certains paramètres propres à une personne. Donc c'est de l'inférence bayésienne, en fait, les maths qui sont derrière. Pour justement évaluer si les gens vont être plutôt risk-taking ou au contraire plutôt modérés. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Donc on design pas mal de choses là-dessus. On bosse avec un labo qui va faire des tests grandeur nature sur des joueurs, donc des gens qui sont des joueurs pathologiques et des gens qui le sont pas, pour voir si ça corrèle bien. Donc voilà, ça c'est un peu mon sujet du moment, et c'est assez intéressant, quoi. C'est très pluridisciplinaire en plus, donc voilà. Alors, du coup, je vais enchaîner. Alors, je vais prendre un projet comme exemple. Il y en aurait d'autres. Je parlais des vêtements qui sont en collision quand on a plusieurs couches de vêtements les uns au-dessus des autres. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer si j'ai des vêtements virtuels que je place les uns au-dessus des autres, si je les place n'importe comment, ils vont être en collision. Et la question, c'est comment est-ce que je peux corriger ces collisions, faire en sorte que les parties en collision soient en contact les unes sur les autres, et ce, peu importe le nombre de couches de vêtements que j'ai. Alors, ce qu'on utilise, c'est une modélisation sous forme de surface implicite. Donc, ça veut dire que la surface du vêtement virtuel, on va essayer de faire en sorte que ce soit l'isovaleur d'une fonction définie dans l'espace, qui va être une fonction scalaire. Et donc, on va dire, je veux que mon vêtement il soit défini comme f de x égale 0, par exemple. Et donc, la surface, ce sera l'ensemble des points x de l'espace, tel que f de x égale 0. Donc ça, on peut interpoler une surface. Le problème des isosurfaces, c'est que ça va donner soit des choses infinies, soit des choses qui sont fermées. Or, une surface, ça va être ouvert. Donc il y a déjà un premier petit challenge. Comment est-ce que je peux représenter de manière implicite une surface qui va être ouverte? Alors en fait, on va utiliser deux surfaces implicites. On va essayer d'avoir une deuxième surface qui va couper au bord ouvert de la surface. Donc on va prendre les normales le long des contours ouverts de la surface pour définir une autre surface implicite qui va pouvoir nous dire en n'importe quel point de l'espace, est-ce que je suis du côté où il y a du vêtement, ou est-ce que je suis du côté ouvert du vêtement. Et à partir de ces deux, donc pour un vêtement, je vais avoir donc deux fonctions définies dans l'espace. Et ça, on va le faire pour chaque couche de vêtements. Donc si j'ai 10 vêtements, je vais avoir 20 fonctions, en fait, où par paire de fonctions, elles vont me définir l'isosurface correspondant à ce vêtement. Et une fois qu'on a ça, on est capable de requêter immédiatement si une couche de vêtements est au-dessus ou en dessous d'une autre. Et ça, on va regarder uniquement le signe de la fonction implicite. Si j'évalue f de P pour un vêtement donné, s'il est positif, alors c'est une question de norme, mais s'il est positif, on va être en dessous, et s'il est négatif, il va être au-dessus. Et donc ça va me permettre de savoir très rapidement est-ce qu'un point il est au-dessus ou en dessous d'un autre vêtement. Et donc je vais pouvoir regarder pour tous les points d'un vêtement donné, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous d'un autre vêtement, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est correct que je sois au-dessus ou en dessous d'un autre vêtement. Et ensuite il faut corriger ça. Alors pour le corriger, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait on peut faire des interpolations en quelque sorte linéaires, dire c'est alpha fois si j'avais deux vêtements, je ferais alpha fois
la fonction implicite, enfin la fonction scalaire du premier vêtement, alpha fois f1, plus 1 moins alpha fois l'autre fonction, donc 1 moins alpha fois f2 égale 0. Et en changeant le alpha, ça va me permettre d'interpoler les surfaces, donc de passer de l'une à l'autre. Et ça, on a dû du coup le généraliser. Quand il y a deux vêtements, on fait une interpolation linéaire. Quand il y a n vêtements, il faut trouver une fonction n dimensionnelle. Et donc on s'est un petit peu amusé à trouver quelle peut être la fonction n dimensionnelle pour permettre de déformer ces vêtements. Et petit à petit, on y arrive, hein. On le fait avec 2 vêtements, puis ensuite on le fait avec 3. On se rend compte qu'il y a un pattern, on le fait avec 4. Puis par récurrence, on montre que c'est une formule assez compliquée, mais en y allant petit à petit, on se rend compte qu'on a un opérateur n-dimensionnel qui permet de corriger des couches de vêtements. Donc ça a l'air théorique quand on regarde le papier, mais ça a une application très concrète de corriger les collisions et d'avoir des surfaces de contact entre n couches de vêtements. Merci. J'ai un exemple en tête, très sympa et très, disons, utile. L'idée, c'est que, en fait, je vais vous expliquer la partie un petit peu globale et après, on va dans les détails pour ne pas vous perdre. Quand vous avez une boîte noire et vous n'êtes pas sûr vous n'avez pas une confiance sur les résultats, qu'ils soient bons. Et comment on décide si on prend ces résultats comme vrais ou pas. Enfin, là, on est en train de parler des faux positifs ou pas. Et il y a plein de domaines où c'est très important de savoir, d'avoir un degré de confiance sur ce résultat-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? D'une part, si jamais on peut faire plusieurs requêtes à la même boîte noire, et si il y a une certaine cohérence de résultats, et là on peut se dire oui, on est sûr ou pas du résultat. Après, jusqu'à quand je vais essayer de sampler en quelque sorte, de faire un échantillonnage de cette boîte noire pour être sûr d'un résultat. Et aussi, il y a le fait si jamais j'ai, par exemple, 50 classifications, par exemple, qui votent pour un résultat et 50% d'autres qui votent pour un autre, et à quel point je suis sûr du résultat de l'un des deux, ou est-ce qu'il faut dire on n'est pas sûr. Bon, je vous explique le processus. L'idée, c'est de le voir à l'inverse, en fait. Si jamais on était dans un monde aléatoire, c'est quoi une anomalie? L'anomalie, c'est qu'on est trop souvent un même résultat. Et du coup, ça s'appelle de la détection d'anomalies. Donc l'idée, c'est d'identifier les choses qui sortent de la normale en un monde aléatoire. Bon, nous, on l'a utilisé dans dans 2 cas précis. Un premier on avait un réseau neuronal qui classifiait les images d'un jeu vidéo. Donc on a une longue vidéo, on veut savoir les jeux qui est joué dans cette vidéo. Comment on fait? On va venir échantillonner le résultat du réseau neuronal à chaque intervalle, 10 fois d'abord, et on va voir si statistiquement on a une certaine confiance du résultat. Si on n'a pas cette confiance-là, bien sûr, c'est une question de threshold. Et comment on est sûr? Si on n'est pas sûr, on continue d'échantillonner. Et on voit les résultats à nouveau, et on répète ce processus jusqu'à ce qu'on soit sûr ou pas du résultat. Ça, on l'a fait pour ce travail-là de la détection des jeux vidéo. Et aussi, on l'a fait pour la détection des langues. Et le problème, c'est que, bien sûr, pourquoi on fait ça? On ne fait pas pour le plaisir. C'est parce que ces boîtes noires, elles avaient une accuracy qui n'était pas la bonne. Elle n'était pas suffisamment bonne pour qu'on puisse être sûr du résultat. Donc, artificiellement, avec les maths, on
on augmentait cette accuracy juste parce qu'on avait les droits de faire un échantillonnage, de faire plusieurs requêtes à la même boîte noire sur une même classification. Donc c'est comme ça qu'on a procédé et on a réussi de passer de 60% de accuracy à 92 et 94. Donc c'était un enjeu, voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Alors, attendez, je vais vous apporter du coup le micro. Je vais me balader dans la salle. Du coup, je m'adresse à Monsieur Le Gall. Au fait, vous aviez évoqué tout à l'heure le fait de modéliser un indice de risque du coup pour l'utilisateur. Mais est-ce qu'au niveau de la modélisation des jeux eux-mêmes, est-ce qu'il y a de la théorie des jeux, donc vraiment purement mathématique, qui va intervenir pour ceux qui vont concevoir les jeux? Parce que j'imagine que c'est pas n'importe quel jeu qui va être accepté et mis en place. Donc c'est ma question. Alors c'est une bonne question. Effectivement, il y a des gens qui travaillent à la FDJ sur ce sujet-là. Donc c'est ce qu'on appelle des cellules d'incubation. Donc tout ce qui touche à la création des nouveaux jeux, c'est des trucs un peu, c'est comme les tirages du loto, c'est très top secret. L'idée c'est que bon pareil, donc c'est des équipes assez pluridisciplinaires. Donc t'as raison, il y a des gens qui vont faire du design sur justement quelle couleur on va mettre, comment on va présenter les choses, etc. pour que ce soit un peu catchy. Et puis il y a des gens qui vont faire de la théorie des jeux derrière pour estimer donc un certain nombre de quantités. Tout à l'heure, je parlais d'une quantité qui s'appelle le TRJ, ce qu'on appelle le taux de retour au joueur, qui grosso modo correspond à une espérance mathématique. Alors il faut pondérer un petit peu selon que tu gagnes ou que tu perds. Et en fait, pour qu'un jeu soit accepté par l'État, en fait, il doit avoir une certaine tranche de TRJ. Donc on peut pas choisir n'importe quelle possibilité. De plus en plus, on va être aussi sur des jeux qui vont être sur plusieurs niveaux. Par exemple, tu joues une partie sur un ticket à gratter, puis une partie sur une appli smartphone, et ça va être un peu évolutif. Et selon que tu t'arrêtes à un moment X ou Y, t'as pas les mêmes gains. Donc ça, c'est des choses qui permettent de faire des jolies maths derrière. Et tout ça, c'est contrôlé. Et pour la petite anecdote, donc il y a quelques années, la FDJ avait sorti un jeu qui s'appelle le Rapido. Donc merci à Nicolas, j'ai retrouvé le nom tout à l'heure. Ce jeu, en fait, il a très bien marché au début, mais il a même trop bien marché. Donc, en fait, il y a trop de gens qui jouaient trop fort. Et donc, l'État nous a imposé de retirer ce jeu-là et de faire une nouvelle version, justement, qui qui pousse moins les gens à trop jouer. Donc, maintenant, ça s'appelle l'Amigo. Donc, c'est vraiment pour dire que l'État derrière exerce un contrôle assez fort. Hein. On peut pas faire ce qu'on veut. Ouais. Merci. Et en quoi l'Amigo est moins bien est moins addictif que le précédent? C'est une histoire de, donc pareil, l'Amigo comme le Rapido, c'était des jeux avec des paliers. Alors je connais pas tous les détails, mais je sais qu'il y avait une histoire à certains niveaux de probabilité de gain qui était, en gros, on avait un palier avec un gain à 2 € et la probabilité de gagner était tellement importante que quand on a gagné 2 €, on se dit très naturellement j'ai la baraka, donc du coup je vais continuer à jouer. Sauf que après le niveau suivant, ça impliquait de mettre une mise beaucoup trop grosse par rapport à ce qu'on avait gagné. Donc du coup ça faisait trop baisser ce fameux TRJ justement. Donc c'est pour ça que ça a été modifié. Bonjour à vous. Déjà, merci à vous pour cette table ronde. J'aurais une question pour Monsieur Rodriguez, s'il vous plaît. En fait, de ce que j'ai compris dans votre discours, vous travaillez pour une entreprise qui a pour objectif de développer une IA. Et vous avez pris l'exemple des highlights au niveau des streamers, au niveau de leur rediffusion, le fait de repérer quels étaient les meilleurs moments de leur stream ou de ce qui est diffusé sur Internet. Et en fait, j'aurais une question, c'est parce que actuellement, avec mon socle de connaissances, j'arrive pas trop à visualiser comment votre IA pourrait fonctionner, surtout que dans l'exemple que vous avez pris, il y a énormément de variables à prendre. Juste le fait des streamers, ils peuvent diffuser plusieurs choses différentes, notamment plusieurs jeux différents, plusieurs contenus différents. Et j'ai du mal à percevoir un peu comment l'IA pourrait repérer un highlight, comme vous dites, qui pourrait intéresser justement les êtres humains que nous sommes, parce qu'on a tous des goûts différents, on est tous intéressés par des choses différentes, et lorsqu'on va voir un highlight, de base, c'est monté par un humain, c'est quelque chose qui est fait par un métier, qu'on appelle des monteurs, qui sont payés par des gens. Et eux, ils arrivent à repérer les moments que nous, on aime, parce qu'ils sont comme nous. Mais du coup, est-ce que l'IA pourrait avoir le même effet? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et si vous pouvez un petit peu éclairer vis-à-vis de ça, voilà. Oui, très, très bonne question. En fait, c'est très subjectif, un highlight, en fait. Hein. Le meilleur moment, ça dépend de la personne. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir un consensus, disons. Et en vrai, nous, on va utiliser plusieurs données, comme l'audio. Et par exemple, dans l'audio,
si on veut détecter un highlight, on ne va pas s'intéresser au moment où c'est monotone. On va s'intéresser quand quelqu'un crie. Donc, quand quelqu'un crie, on a déjà une information. Soit c'est qu'il est énervé, soit un cri de joie, en fait. Donc, déjà, on peut dire qu'on a 50% sur un highlight. Même, on pourrait dire que quand on s'énerve aussi, c'est un highlight. Mais bon. Et après, il y a la question aussi de la vidéo. Dans la vidéo, il y a plusieurs choses qui pourraient indiquer un highlight. Les jeux, d'habitude, ils vont dire c'est un kill ou c'est un but ou voilà. Donc nous, on peut identifier des banners, ça s'appelle comme ça. On peut identifier quand il y a des banners qui apparaissent, ou on peut vraiment suivre la logique du jeu en fait. C'est-à-dire, et par exemple, quand il y a trop des choses qui explosent, quand il y a trop de changements dans les images, bah là on peut se dire qu'on a une certaine richesse d'informations qui pourrait signaler un highlight. Et à la fin, c'est tous ces processus, disons tous ces modèles. Il y en a un pour l'audio qui va détecter en quelque sorte toutes sortes d'anomalies dans l'audio, des cris ou des choses comme ça. Il y a une autre qui va dire, par exemple, il y a une détection de rire en fait. Et ça vient jouer aussi dans la détection. Donc on a plusieurs modèles, quelques-uns pour l'audio, quelques-uns pour la vidéo et les images, qui vont venir se joindre dans un modèle un petit peu plus grand qui va choisir lui. Il va dire, s'il y a du rire et en plus un banner de kill, là on peut dire que il a gagné. Donc on va dire que ça c'est un highlight pour la personne. Donc il y a une partie qui est d'apprentissage qui est faite par des modèles de réseaux neuronaux, mais il y a une autre partie qui est faite par nous des manipulations de paramètres qui vont aussi optimiser le résultat final. Et tout ce qu'on veut, c'est qu'on soit un consensus avec la plupart des gens, avec la plupart des streamers. Et c'est comme ça qu'à la fin, on fait automatiquement ce choix de meilleur moment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, d'accord, merci beaucoup. Non, c'est juste parce qu'en fait, moi je suis étudiant en maths, comme je pense tout le monde ici. Du coup, je pourrais peut-être comprendre l'utilité et comment fonctionne votre programme, mais c'est juste, imaginons, moi j'ai beaucoup personnellement d'amis qui sont dans cet entourage un petit peu du streaming, comment leur expliquer à eux que c'est mieux de prendre votre chat, de l'acheter, ou je ne sais pas si elle sera en libre service, de la prendre plutôt que de recruter une personne humaine avec qui il pourrait discuter de ses préférences, de ce que lui il préfère montrer sur Internet vis-à-vis de son image ou de son contenu. Comment amener ça, quoi. C'est surtout ça, c'est la question que je me posais, mais merci beaucoup avec votre réponse, j'arrive un petit peu mieux à visualiser ça. Merci pour la présentation. Alors, la question, je pense, elle va plus s'adresser à Monsieur Le Gall, parce que je vais pas mentir, je suis extrêmement déçu de ne pas avoir une seule personne qui me parle des microtransactions dans les jeux vidéo. Et la question, étant donné votre connaissance à la FDJ, est-ce qu'il y a des manières de contrôler en fait un petit peu plus ce qui se passe là-dessus? Je pense forcément toutes les mécaniques de loot, on va dire, qu'on peut trouver dans pas mal de jeux qui peuvent être associés à des mises de casino. Est-ce qu'il y a des méthodes de contrôle comme il peut y avoir sur la FDJ? Et ensuite, la deuxième, c'était, vous avez parlé de vision en ordinateur pour la FDJ, et je serais très curieux de savoir, de computer vision là-dessus, je serais très curieux de savoir de quoi ça parle. Alors, pour répondre à la première question, honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, dans tout ce qui est jeu FDJ, donc il y a les jeux très simples, on va dire, comme le loto, par exemple. En fait, tu coches une grille, tu coches tes numéros, puis c'est terminé. Et puis, effectivement, il va y avoir un certain nombre de jeux où tu joues sur une appli avec plusieurs niveaux, etc. Et donc, effectivement, on peut dire que quand tu es dans tel ou tel niveau, tu peux acheter un booster ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça, je crois qu'en fait, ces éléments-là, ils sont pris en compte comme des mises, en fait. Après, on calcule ton taux de retour joueur. Donc en fait, de toute façon, je crois qu'il n'y a que 1 ou 2 jeux où on peut faire ça. Alors je ne connais pas tous les jeux de la FDJ par cœur, mais je pense qu'il n'y en a qu'un ou deux où on peut faire ce genre de choses. Et en fait, c'est pris en compte comme une mise parce que de toute façon, d'un point de vue légal, tout ce que les joueurs donnent, en fait, c'est considéré comme une mise de leur part. Et pour la partie vision par ordinateur,
Alors en fait, ça tourne autour d'un certain nombre de sujets, d'expérimentation. Donc il y a un article qui est paru dans la presse il y a quelques mois là-dessus. Ça va tourner notamment tout ce qui est autour du contrôle d'identité. Donc quand tu joues en ligne, tu es identifié, tu as un compte et la FDJ a vérifié ta pièce d'identité pour voir que tu es bien majeur. Quand tu vas en point de vente, c'est quelque chose de complètement anonyme. Et le gros sujet, et on le sait, c'est que faire la différence entre quelqu'un qui a 17 ans et 19 ans, c'est pas simple du tout. Donc voilà, les problématiques sur lesquelles on travaille en termes de computer vision, ça tourne autour de ça. Donc bien évidemment, je vous rassure, on va pas mettre des caméras dans les points de vente parce qu'il y a un truc qui s'appelle le RGPD qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais on peut envisager d'autres choses, comme par exemple préparer son ticket sur une appli et intégrer par exemple une preuve de majorité numérique dans cette appli. Bon voilà, on teste quelques petites choses. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour votre intervention. C'était particulièrement intéressant. C'est pas une question très orientée maths, mais plus niveau parcours. Donc, je suis en 3e année et c'est un peu l'année où on choisit le master et tout la suite. Mais moi, c'est le moment où on passe de master à doctorat et du coup, on choisit d'appliquer un peu notre parcours à par exemple les jeux vidéo ou les maths appliquées dont vous avez parlé plusieurs fois. Quels conseils auriez-vous ou marche à suivre peut-être pour s'orienter dans cette partie des mathématiques appliquées ? Merci. Alors, tu es en 3e année, tu es en bachelor, là tu t'orientes vers le master, c'est ça? Et ensuite tu te poses la question, quel conseil tu devrais suivre, quelle branche tu devrais suivre vis-à-vis d'une orientation en doctorat ou autre? C'est ça ta question? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, le conseil que je donne aux étudiants, souvent, c'est discutez, prenez des conseils de multiples personnes. Ne vous dites pas qu'il n'y a qu'une seule voie possible pour une application donnée. Et profite en particulier de tout ce qui est projet, quand tu as la possibilité de faire des projets, d'aller un petit peu regarder des projets vers les domaines qui te plaisent. Donc si, par exemple, le jeu vidéo te plaît, n'hésite pas à essayer de regarder, tiens, qui c'est qui travaille de près ou de loin en maths avec du jeu vidéo et de commencer à faire des projets avec lui. Ce qui va te permettre de sentir les choses, de voir déjà si ça te plaît ou pas. Parfois, on se fait une fausse idée, on s'imagine que ce domaine est merveilleux et en fait, quand on est dedans, ah mince, j'aimerais bien changer. Moi, j'ai dû changer 4 ou 5 fois d'avis. Je voulais être chimiste d'abord quand je suis arrivé en école d'ingénieur, puis ensuite, je voulais être électronicien, puis ensuite, j'allais vers du traitement d'images pour finalement faire une thèse en informatique graphique et je suis très bien en informatique graphique. Donc il n'est jamais trop tard, il n'y a pas de mauvaise voie, donc n'hésite pas à faire des projets et ensuite dans la discipline où tu es le plus fort, si c'est les maths, c'est très bien, si c'est les maths appliquées, c'est très bien, et de continuer à faire des projets liés au domaine qui t'intéresse. Ne dis pas forcément l'erreur ce serait de se dire le jeu vidéo c'est de l'informatique, donc il faut forcément que je fasse maintenant un truc purement informatique pour me permettre de... On arrive toujours à revenir vers le domaine qui nous intéresse un petit peu, peu importe le cheminement scientifique, l'important c'est de garder un domaine scientifique dans lequel vous êtes très fort, et donc la thèse va vous amener, si vous faites une thèse au plus haut niveau, dans une spécialité spécifique en scientifique, mais vous aurez de multiples opportunités de vous raccrocher à un domaine particulier, que ce soit le jeu type jeu statistique ou le jeu vidéo plutôt orienté 3D ou 2D ou portable ou d'autres domaines, de la simulation numérique ou autre. Donc ne suis pas une voie dédiée, ne crois pas celui j'ai souvent des profs qui disent faut faire ce master-là.
mon conseil, c'est de faire là où toi tu te sens bien, ce qui te plaît, et de ne pas hésiter à garder des contacts les plus possibles vers les domaines qui te semblent intéressants pour essayer de faire des projets dans ces domaines-là, et peut-être trouver une thèse directement dans ce domaine. Et quand bien même tu ne trouverais pas une thèse directement dans ce domaine, ça n'empêche pas qu'ensuite tu vas quand même pouvoir vendre ce bagage scientifique que tu auras pour rattraper ce domaine qui t'intéresse. Je ne dis pas que j'ai la vérité, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des avis différents. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi et je rajouterais aussi le fait que voilà, quand on prend une décision de ce type, oui, ça va avoir un impact sur le futur, mais on n'est jamais trop tard pour faire un petit changement et s'adapter. Vraiment. Et moi, par exemple, j'ai fait une carrière plutôt maths. Et puis, ma passion, c'était l'informatique aussi. Et j'ai réussi à la fin j'ai fait la première année de master, c'était encore maths. Et j'ai réussi à faire le master 2, plutôt un faux maths. Donc vraiment, on peut toujours faire une déviation de parcours et suivre ses passions au fur et à mesure. Donc rien n'est écrit. Enfin, il n'y a pas un parcours. Oui, peut-être il y a un parcours typique. Mais on peut toujours s'en sortir et suivre ces... Et ben moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, faut pas penser effet de mode. Quand moi, par exemple, j'étais en école, les trucs très à la mode, c'était la finance et la data, quoi, grosso modo. Donc, en gros, la finance, il y en a beaucoup qui faisaient le fameux master El Karoui, dont on parle encore aujourd'hui. Data, c'était beaucoup le MVA. Et c'est vrai que voilà, c'est jamais trop tard. Même faire une thèse, en fait, c'est des profils qui sont assez demandés, y compris en entreprise, parce qu'en fait, quand tu as une thèse, moi, j'ai souvent dit qu'à la sortie de ma thèse, je savais pas grand-chose, mais je savais que je savais apprendre, quoi. Donc, c'est un peu ce que tu disais. C'est que quand tu fais une thèse, tu te spécialises dans un domaine très pointu, mais ça dit aussi quelque chose de ton parcours, de ta persévérance, que tu es vraiment capable de partir sur un domaine que tu connais pas a priori et de le maîtriser. Donc c'est vrai que faut pas céder aux effets de mode, et puis je pense que c'est important aussi tout simplement d'aller parler soit à des étudiants qui ont fait tel master, ou même à des profs aussi. Notamment quand tu cherches une thèse, moi je trouve que c'est assez important d'aller parler avec différents chercheurs sur leur domaine, etc. Peut-être essayer d'avoir un stage, voir avec qui ils collaborent, etc. Donc voilà, c'est tout cet écosystème-là, je pense qu'il faut sonder en fait. Depuis quelques années, les entreprises, elles sont demandeuses et elles recherchent des gens qui ont fait des docteurs en mathématiques. Donc des gens qui ont fait des thèses. Et même si le sujet de ta thèse, il ne correspond pas à la thématique de la boîte, de l'entreprise, etc., ils savent qu'ils recrutent quelqu'un qui a un bagage scientifique, qui est capable de chercher, d'innover, d'explorer, qui est capable de persévérer sur un problème difficile pendant longtemps, et qui est capable de s'adapter aussi à des nouveaux langages, à des nouveaux problèmes, voilà. Et donc maintenant les entreprises, elles savent que un docteur en mathématiques, c'est quelqu'un qui va être, on peut le mettre sur un nouveau sujet, c'est quelqu'un qui va s'adapter, et il y a pas mal de grosses boîtes qui sont demandeuses. Dans d'autres pays dans le monde, c'est déjà ça depuis longtemps. En France, on était un petit peu à la traîne, mais on s'y met. Alors, on me dit que l'heure tourne. Peut-être une dernière question ? Non ? Eh bien, sinon, on va conclure. Je vous remercie à tous d'être venus assister à cette table ronde. C'est chouette d'avoir du public et des questions. Et puis, je voudrais qu'on remercie nos trois invités qui ont partagé avec vous leur expérience. Merci.